J'avais commencé entre-temps à donner des cours de français à la famille formation des maîtres de l'Université du Québec et j'en suis venu au constat que c'était inutile de poursuivre mon mémoire de maîtrise, même si j'arrivais comme à la fin du processus, plutôt que d'avoir à faire des compromis. Je tenais absolument à traiter de mon sujet. Et comme mon directeur n'y était pas intéressé, alors finalement, j'ai renoncé à ce moment-là à faire mon mémoire de maîtrise et j'ai concentré mes énergies sur le travail de tutorat en français. Alors ça, c'est comme la première phase, si je peux dire, là, qui m'a mené à une remise en question, en fait, de ce que moi, je considérais être ma vocation, c'est-à-dire le travail d'historien, pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose de vital, d'essentiel. Et à ce moment-là, on parle des années 92, là, j'ai renoncé à ça. Je pense qu'en tout cas, c'est important de parler pour moi une phase difficile, douloureuse, mais incontournable finalement. C'est le passage de l'enfance à l'âge adulte qui a été très problématique pour moi et qui a généré une crise qui a perduré pendant des années et qui a pris du temps avant de se résorber. Moi, je fais partie de la génération où l'alcool, les drogues, la culture ambiante ont été extrêmement valorisées. Et j'ai, pour reprendre une expression de Shakespeare, je ne me rappelle plus exactement dans quelle pièce, mais il parle d'une relation entre un père et un fils. Il parle, le fils, le comportement du fils est associé à un dévergondage obstiné. Alors, moi, de la façon que j'ai été bâti, le fait de devenir un adulte a été, la puberté même, pour moi, est quelque chose contre laquelle je me suis rebellé. Je ne voulais pas vieillir. J'ai un côté conservateur, j'ai un côté qui nie le devenir, le fait que mettons, à 14 à 16 ans, il y a une transformation dans l'être humain et qu'on devienne un adulte en formation, en devenir, pour moi, n'allait pas de soi. Et puis, c'est comme, il y a un mouvement aussi des extrêmes, c'est-à-dire, étant donné que je ne peux plus être dans un état antérieur, je vais basculer dans l'extrême de l'autre. Et puis, l'alcool, les drogues ont joué un rôle important pour moi. Il y a eu des cautions intellectuelles à ça. Entre autres, je me rappelle d'avoir lu à 16 ans ou 17 ans Aldous Huxley. Il faisait l'expérience de la mescaline et ça a été une des choses que j'ai expérimentées. J'ai aimé prendre des champignons magiques, du hashish, évidemment. Il y avait aussi ce qu'on appelait les Thai sticks, les bâtonnets de cannabis enduits d'opium. Et donc, ça m'a suivi pendant des années, ce comportement de toxicomanie, si je peux dire, qui était pour moi une façon de m'affirmer. Et puis, ben, la vie amène ses propres solutions et ses propres impasses aussi. Et je me suis frappé le nez contre un mode de vie, dans le fond, qui me menait nulle part. Et les circonstances donc ont fait que j'ai dû renoncer à tout ça progressivement. Et pour moi, ça m'a forcé aussi à adopter un régime de vie plus sain, plus en conformité avec l'idéal que je m'étais donné. Évidemment, on n'apprend pas par vertu et donc ça s'est fait de façon progressive et une des choses, un des bénéfices que j'ai pu en tirer, ça a été de pouvoir compléter mon baccalauréat d'abord, que j'avais commencé à l'Université de Montréal, de le compléter à l'Université du Québec et de commencer un programme de maîtrise avec Jean-Paul Bernard à l'Université du Québec. Et cette première tentative-là, qui se situe autour des 1988-92 en gros,
euh, j'ai été confronté avec une figure paternelle, mon directeur de maîtrise, avec qui j'avais beaucoup d'affinités au point de vue intellectuel, mais qui avait comme un certain plan de parcours pour ce qui est de la maîtrise. Et en chemin, moi, je suis tombé comme vous savez, sur des documents inédits à l'Université McGill qui m'ont complètement changé ma perspective sur le mémoire de maîtrise. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très important. On est souvent confronté à faire des accommodements entre les nécessités de la vie et ce qui nous vient vraiment du trip, ce qui nous tient à cœur. Et moi, cette découverte-là des documents à l'Université McGill a fait en sorte que je ne pouvais pas renoncer à ça. Et c'est seulement 15 ans plus tard, finalement, que je vais reprendre le dossier. Mais ces 15 années-là ont été extrêmement formatrices. Et ça, c'est important aussi d'en parler pour ce qui est de l'appropriation de ce qui nous appartient, de prendre des choses vraiment, de faire des choses qui nous tiennent à cœur. Et une des choses importantes que j'ai découvertes, ça a été la découverte de soi à travers une certaine hygiène, d'abord physique, l'abstinence de drogue, d'alcool, tout ce qui est médicaments qui concernent les barbituriques en particulier, de développer des activités physiques. Une des choses importantes, j'ai suivi une thérapie en 92 où l'intervenant disait que le problème avec la toxicomanie, les personnes qui ont des tendances à l'alcoolisme ou la toxicomanie, c'est le fait que leur cerveau ne produit pas assez d'endorphines et de sérotonine et que le meilleur moyen que le cerveau en produise, c'est de faire de l'exercice physique. Et je me suis rendu compte à dépasser 35 ans que j'avais renoncé à ces activités-là que pourtant j'affectionnais quand j'étais adolescent. Alors pour moi, l'activité physique, la natation, le vélo, entre autres, maintenant le ski de font partie de mon hygiène de vie. C'est quelque chose de vraiment important. L'autre chose très importante aussi, c'est qu'il faut respecter son biorhythme, je dirais. Moi, d'abord, je suis quelqu'un qui a un besoin de sommeil, de récupération par le sommeil naturel. Et quand je n'ai pas ma dose de sommeil régulière, je sens que mes réactions deviennent excessives. Alors donc, sommeil, activité physique, et aussi, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui était très productif le matin et que plus la journée va, moins mes facultés sont... ça ne veut pas dire que je ne peux pas fonctionner, mais mes facultés sont moins à leur zénith, si je peux dire. Alors pour moi, le matin, c'est une période sacrée, si je peux dire. Et ça peut commencer à 5 heures le matin jusqu'à 8-9 heures de l'avant-midi. Et cette période-là, pendant des années, je l'ai consacrée à l'écriture. À l'écriture d'abord d'un journal personnel, c'est-à-dire de noter tout simplement ce que je vis, ce que j'ai vécu dans ma journée, de noter toutes les pensées qui me viennent, et de faire des références évidemment avec les livres que je lis, et de vraiment développer une sorte de style à travers tout le chaos de la vie, de ce que la vie amène, donc de plonger en dedans de moi, et ça, c'est quelque chose de vital. Je me rends compte que si je n'avais pas fait ça, ce qui est venu après, entre autres le mémoire de maîtrise, n'aurait pas pu avoir la même intensité, je dirais. Alors, l'écriture a été fondamentale, l'écriture du journal de bord. Pour moi, je vois la vie un peu comme une navigation et un logbook, pour moi, c'est le pilote prend en note toutes les choses qui se passent, les aventures qui se passent. Et une journée donne suffisamment de matière pour écrire et aussi développer son style, apprendre à varier la façon de décrire ce qui nous arrive, etc., etc. Et donc, pendant des années, aujourd'hui, l'activité est moins importante, mais pendant quelques années, ça a été vital pour moi d'écrire ce que je ressentais. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans le phénomène d'écriture, c'est quand on essaie simplement de raconter ce qui se passe au jour le jour,
il y a des anciens dossiers qui reviennent un peu à la surface. Pas qui reviennent un peu, mais qui s'insurgent contre leur état d'oubli et qui reviennent à la surface. Et ça, ça a été pour moi une étape cruciale, je dirais, qui fait référence tout à fait à ce que la psychanalyse enseigne en termes de, par l'expression, retour du refoulé. C'est-à-dire que, à travers l'écriture, j'ai pu revivre un certain nombre de traumatismes, si je peux dire, que j'ai vécu dans mon enfance, plus particulièrement l'adolescence, qui fait référence à une situation familiale et qui m'a permis de voir un pattern dans mes relations affectives qui me contraignait à des rôles de sauveur et qui me conduisait inévitablement, comme tous les bons sauveurs d'ailleurs, sur la croix, comme un persécuté et évidemment, les sauveurs doivent mourir et quand ils renaissent, ils reviennent à la surface et retrouvent exactement le même, retombent exactement dans le même genre de situation. Cette période-là a été extrêmement douloureuse, mais en même temps, je pense que pour quelqu'un qui a préconisé la vie excessive, débordante pendant au moins 10-12 ans, il y a un travail de nettoyage, il y a un travail de purgation à faire, il y a un ménage à faire dans sa vie et il y a un ordre à retrouver dans le fil de la vie. Et moi, ces années-là, autour de 38-39 ans, ça a été important que je fasse ce retour vers d'où je viens. J'ai appris à écrire finalement en mettant mes tripes sur la table. Et j'ai appris à couper l'espèce d'enflure, de mouvement incessant, d'amplification de l'émotion et à aller chercher l'essentiel à travers un foisonnement de mots. J'ai appris à être concis et à marteler mes expressions. Quand je décris quelque chose, là, je veux avoir les mots qui frappent juste, qui donnent un sens, et dans des tournures les plus concises possibles. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Quand on veut s'approprier, on veut s'approprier par l'écriture, je conçois aussi très bien que pour d'autres personnes, l'expression peut passer par la peinture, par la musique. Mais moi, en tout cas, l'écriture a été le véhicule, le médium qui m'a permis de donner une forme à mon passé chaotique et à trouver de l'ordre, à faire de l'ordre. Et aussi, j'ai eu le goût, là je me rappelle les mots, les noms des auteurs célèbres que je voyais à la bibliothèque municipale, entre autres Rousseau, qui est probablement un des plus grands représentants modernes de l'écriture du je, de l'autobiographie. J'ai eu le goût donc de faire des récits de ma vie. Et j'ai écrit un premier roman. Aujourd'hui, j'aurais de la difficulté à relire quelques pages sans me sentir un peu... de voir à quel point j'ai changé depuis ce temps-là. Mais bon, j'ai commis ce premier roman-là, 500 pages, où je relatais des épisodes qui sont survenus autour de la vingtaine. J'ai fait mes classes, je l'ai fait lire par quelqu'un d'autre qui l'a corrigé. Ça, c'est une autre chose importante, apprendre à se relire, apprendre à être critique envers soi-même et à ne pas tout saccager parce que c'est pas parfait. Il faut apprendre à se corriger. Et c'est les plus grands bénéfices, je dirais, qu'on peut tirer au niveau du style, tant au niveau du style qu'au niveau de la vie de tous les jours, c'est apprendre à porter un regard critique sur ce qu'on fait et à trouver que les choses peuvent s'améliorer dans le détail. Alors c'est ça, j'ai essayé de faire publier ce roman-là, j'ai envoyé ça à Gallimard, je ne me rappelle plus au juste, là, aux éditions de Minuit à Paris, à 3-4 éditeurs comme ça, à Paris, et puis des noms successifs, non. Devenir un adulte, c'est apprendre à se faire dire non.
et à persister quand même. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit un autre roman, je l'ai fait lire par Victor Lévy-Beaulieu. Il m'a envoyé une belle lettre, une page pleine de son écriture hermétique. Et j'ai perdu ce roman-là. Je sais pas, je l'ai fait photocopier, je l'ai envoyé à des gens, puis j'ai perdu la disquette où il était imprimé. En tout cas, c'est perdu, roman perdu. J'ai écrit une pièce de théâtre où je relate une visite chez mon père. Euh, un week-end assez mémorable. Bon, alors je passe par-dessus les détails. Et finalement, pour me rendre compte que le métier d'écrivain, c'était pas pour moi. J'ai même, à la fin, toute fin, écrit un petit roman qui commence, le personnage principal, narrateur, commence sur la chaise haute, il a 6 mois, et puis je le fais évoluer jusqu'à 20 ans. Et je suis ça, de ce roman-là, je suis assez fier. Ça s'appelle Vie antérieure et j'ai réussi à sortir de ce que j'appelle l'amplification émotive et à développer un regard à la fois de douceur et d'ironie sur ce que je suis et à apprendre aussi qu'il y a plein de variations. On s'imagine que l'identité est une chose fixée d'avance, mais il n'y a pas de limite à ce qu'on peut découvrir en termes de possibilités de narration sur un personnage. Alors, cela étant achevé, donc, j'en suis arrivé à la conclusion que, bon, le dernier éditeur me disait encore, bon, c'est très beau, c'est très bon, malheureusement, on n'a pas les budgets, etc., etc. Et j'ai renoncé finalement à ça. Et je me suis décidé finalement à m'orienter vers un ancien dossier, mon mémoire de maîtrise que j'avais inachevé en 92. Et j'ai décidé en 2007, je crois, de retourner à l'Université McGill, à la Rare Books et Special Division, à reprendre le cahier Caldwell poussiéreux qui dormait depuis des années et à retranscrire, parce que je n'avais pas le droit de faire de photocopie, à la main, les éditoriaux du Herald et à me réinscrire à l'Université du Québec où j'ai appris que tout ce que j'avais fait ne valait plus rien, il fallait que je reprenne à zéro. Alors j'ai repris des cours et ça a été pour moi très bénéfique d'ailleurs, je ne le regrette pas du tout. Et à ce moment-là, donc, le projet que j'avais avorté, qui avait avorté, je l'ai repris et malgré certains tiraillements avec mon directeur de maîtrise, j'ai réussi en douceur à imposer mon sujet. Et maintenant, c'est quelque chose, pour moi, c'est que ça me représente. Et je suis capable de le défendre, j'ai le goût de le défendre. En gros, l'idée de base, c'est que les Tories à Montréal ont désobéi à l'ordre du gouverneur qui voulait, pour ramener la paix dans le district de Montréal, mettre sur pied une police municipale auxiliaire où les Canadiens français auraient été majoritaires. Donc, une force d'intervention relativement modérée, alors que les Tories, eux, préconisaient la ligne dure, c'est-à-dire armer les citoyens anglais à Montréal et permettre à l'armée de se déployer dans la région du Richelieu et plus tard dans la région de Deux-Montagnes. Théorie, si on peut dire, du complot, c'est celle que j'ai mise à jour, c'est-à-dire que l'armée et les magistrats Tories ont désobéi au plan d'intervention du gouverneur et ont provoqué une montée en violence qui a abouti à la confrontation à Saint-Denis, puis après ça à Saint-Charles, et qui a radicalisé le conflit. C'est un accomplissement, si je peux dire, qui ouvre des horizons. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est en faisant des choses qu'on découvre qu'il y a des possibilités immenses, d'ailleurs qu'on a en soi-même, et qui dorment et qui peuvent trouver des voies de réalisation. Il y a un prix qui est remis par l'Assemblée nationale, le prix Jean-Charles Bonenfant, aux productions intellectuelles là, qui ont marqué l'année en cours. Et alors, dans le domaine des mémoires, c'est moi qui ai remporté le 3e prix. Et il y a un des évaluateurs de mon mémoire qui a trouvé que ce mémoire-là avait
avait du potentiel et il voyait très bien qu'il soit publié. Alors, présentement, je suis en négociation, si je peux dire, avec les éditions des presses de l'Université Laval pour que ce mémoire-là soit publié. Et il n'y a pas de limite à ça. Il n'y a pas de limite à ça. J'ai donné des entrevues à Radio Ville-Marie. J'ai participé à un colloque sur l'incendie du Parlement en 1849. Je vais probablement publier mon livre cette année aux presses de l'Université Laval. Il y a un colloque cet automne à l'Université du Québec, fait par l'Institut de l'histoire de l'Amérique française, etc., etc. Donc, il y a un contexte politique aussi, forcément. Par exemple, le cours d'histoire obligatoire, d'histoire nationale, dans les cégeps. Alors, il y a tout un contexte qui me permet d'envisager qu'il y a un avenir. Et c'est peut-être ça, dans le fond, si je reviens sur mes 16-17 ans, quand je prenais de la drogue, puis j'écoutais du rock and roll, Ozzy Osbourne et Black Sabbath, et que j'avais un côté plutôt anarchisant, et aussi la crainte de voir que, dans le fond, il n'y avait pas d'avenir, que l'avenir était bloqué. C'est plutôt ce sentiment-là aujourd'hui que je sens qui est complètement disparu. Il y a un avenir et il y a une façon de s'enraciner dans la société en gardant son intégrité, ses valeurs, ce à quoi on croit. Et ça, c'est très important, d'identifier ce qui nous tient à cœur et de bien le cerner. Et si c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, je ne vois pas en quoi il y aurait une impossibilité de pouvoir mener ça à terme. Moi, je suis surpris de voir comment, même si c'est pas moi qui détiens le contrôle là-dessus, la vie a du sens. Nos expériences, quelles qu'elles soient, aussi absurdes, aussi décousues, déconnectées peuvent-elles paraître, malgré tout, vues d'un certain angle, avec du temps, ça prend du sens. Et il y a un ciment qui unit le tout. Et je suis surpris, moi, de voir comment le cerveau, dans l'expérience de retour du refoulé que j'ai évoqué tout à l'heure, comment le cerveau nous ramène, au fond, toujours à vivre les mêmes expériences, même dans des contextes complètement différents, avec des personnes tout à fait différentes. Les mêmes affects sont toujours mobilisés. Et dans le fond, c'est une invitation à réfléchir, je dirais, sur comment apporter une solution heureuse à quelque chose qui semble être conflictuel et irréversible, où il n'y a pas vraiment de solution positive qui puisse arriver.